Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance d'e-learning. Alors, je m'appelle Fabrice Extra-Ménage, je suis rythmologue à Bichat et l'objectif de cette session est de faire un survol général de ce qu'on appelle les cardiopathies électriques et les arythmies ventriculaires qu'on observe sur ces cardiopathies électriques. Très rapidement, un petit peu de physiopathologie. Vous savez que l'activité cardiaque génère ou est générée par une activité électrique qu'on enregistre sur l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme représente en fait la propagation des potentiels d'action. Ces potentiels d'action cardiaque sont dus à des échanges ioniques à travers la membrane cellulaire, et ces échanges se font à travers des protéines qui forment des canaux ioniques, et ces protéines sont codées, comme toutes les protéines de l'organisme, par notre code génétique dans l'ADN. Nous avons donc un continuum entre le code génétique et la fonction électrique cardiaque, et dans certains cas particuliers, une anomalie du code génétique, une mutation en pratique, va entraîner des dysfonctionnements de la genèse de l'électrogénèse cardiaque qui peuvent aboutir à des troubles du rythme ventriculaire, voire à une fibrillation ventriculaire. Les maladies cardiaques électriques pures ou arythmiques primaires, qui sont listées ici, vont être une cause de mort subite sur cœur structurellement sain, à l'opposé de ce qu'on a quand il y a une cardiopathie dilatée, hypertrophique ou une cardiopathie ischémique. Il faut garder à l'esprit que ces maladies électriques sont des maladies rares et représentent une très faible proportion, autour de 5% probablement, des causes de mort subite. La mort subite est un phénomène fréquent, mais la mort subite sur ces cardiopathies est rare parce que ces pathologies sont très rares. L'autre élément qui est important, et on voit sur la partie gauche de la diapositive que la mort subite est un phénomène qui est exceptionnel chez les sujets jeunes et qui devient beaucoup plus fréquent malheureusement chez les sujets âgés. Mais en revanche, chez les sujets jeunes, eh bien, les maladies électriques dont nous allons parler représentent une proportion importante des causes de mort subite. Nous allons donc faire, comme je le disais en introduction, un survol rapide de ces différentes cardiopathies électriques, avec le syndrome du QT long congénital, le syndrome de QT court, le Brugada, la repolarisation précoce, les tachycardies ventriculaires catécholergiques ou télécatécholergiques, les torsades de pointe à couplage court, les fibrillations ventriculaires idiopathiques et le syndrome de Wolff-Parkinson-White. On ne parlera pas du trouble conductif progressif héréditaire, c'est une maladie héréditaire rare, mais qui va donner des bradycardies et des indications de pacemaker, mais pas d'arythmie ventriculaire. Commençons donc par le syndrome du QT long congénital. Le syndrome du QT long peut être congénital ou pharmacologique. Quand il est dû à une mutation, il est congénital et le sujet naît avec sa maladie. Et il peut être aussi acquis, en particulier quand on utilise des médicaments qui vont gêner le fonctionnement du canal ionique. Dans tous les cas, congénital ou acquis, il y a un allongement de la durée du potentiel d'action qui entraîne un certain nombre de conséquences. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y aura sur l'électrocardiogramme un allongement de l'intervalle QT et la survenue d'arythmies très particulières qui sont ces salves ici de tachycardie ventriculaire, mais qui n'est pas monomorphe. Et vous voyez qu'il y a comme les pointes qui sont ici en bas, qui sont ici en haut, un axe de QRS qui change, et on a appelé ça une torsade de pointe ou des torsades de pointe. Donc ça, c'est vraiment une arythmie caractéristique. Et l'autre élément qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est qu'il y a énormément de médicaments qui peuvent donner des torsades de pointe chez des gens qui n'ont pas de QT long congénital ou aggraver la situation chez les patients qui ont un QT long congénital. Et la liste des médicaments peut être retrouvée sur Internet. C'est une question que peuvent poser assez souvent les patients. Dans sa forme congénitale, c'est donc une maladie rare qui se transmet sur un mode autosomique dominant le plus souvent, parfois récessif. Ça touche environ un individu sur 2500 à la naissance, et il y a sur l'électrocardiogramme à la fois le plus souvent un allongement de l'intervalle QT, et souvent supérieur à 480 millisecondes, c'est le diagnostic. Des anomalies de morphologie, vous voyez ici une onde T qui est ample, au milieu une onde T qui est aplatie, avec deux bosses, ou une onde T qui est très tardive avec un segment ST très long, ici, dans la forme plutôt de QT.
Donc, en cas de syndrome de QT long congénital, les recommandations de la mort subite 2015 disent clairement qu'il faut absolument éviter les médicaments contre-indiqués. Encore une fois, on trouve la liste sur crediblemeds.org. Il faut corriger les anomalies ioniques quand il y en a. Et il faut aussi souvent contre-indiquer le sport intensif ou de compétition. On va recommander aussi un traitement bêta-bloquant chez quasiment tout le monde et un traitement bêta-bloquant à bonne dose. Parfois, on va implanter un défibrillateur. Alors, la bonne indication, c'est les patients qui ont eu un arrêt cardiaque malgré un traitement bêta-bloquant bien conduit. Et puis, les autres indications sont plutôt moins bonnes. Mais globalement, si le patient aussi a fait des syncopes sous traitement bêta-bloquant bien conduit, on peut envisager de mettre un défibrillateur si on est sûr que ces syncopes sont d'origine rythmique. Donc il y a un certain nombre, assez peu en réalité, un certain nombre de patients qui ont un QT long congénital et qui vont être appareillés avec un défibrillateur. Le plus souvent, ces patients sont implantés du défibrillateur très jeunes, et le défibrillateur chez les sujets jeunes est associé à des taux de complications très élevés. Vous voyez dans cette série publiée maintenant il y a 10 ans, avec assez peu de patients, hein, mais qui avaient été implantés jeunes et des patients qui avaient un QT long. Et ben, vous voyez qu'il y a beaucoup de chocs appropriés. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a bien fait de leur mettre un défibrillateur. Mais par contre, il y a beaucoup aussi de complications. Et vous voyez que 14% des patients ont des chocs inappropriés, 27% ont une complication hors choc inapproprié, et un tiers des patients a eu soit une complication liée au matériel, soit un choc inapproprié. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment très fréquent, un tiers des patients. D'autres traitements peuvent être proposés globalement, mais ça c'est vraiment du recours du spécialiste. Pour conclure sur le QT long congénital, c'est un diagnostic qui se fait sur l'électrocardiogramme avec un allongement de l'intervalle QT et le risque est plus élevé quand l'intervalle QT corrigé dépasse 500 millisecondes, c'est un signe d'alerte. Le diagnostic est parfois difficile. Le traitement au long cours passe par les bêta-bloquants, et ça c'est très important, et beaucoup plus rarement par le défibrillateur automatique implantable. Il restera en association avec les bêta-bloquants et essentiellement en prévention secondaire chez les patients qui ont eu des événements. Plus rarement, on fera aussi une sympathectomie. Et puis il y a d'autres médicaments qui peuvent être testés dans des cas particuliers. Il est très important de contre-indiquer les médicaments qui allongent l'intervalle QT chez ces patients. Un certain nombre de sports, en particulier de compétition, vont être interdits. Et il faut faire un bilan familial parce qu'il y aura une notion d'analyse génétique, de conseil génétique, et la prise en charge se fait dans les centres de référence et de compétences. Au moment où survient la torsade de pointe, le traitement c'est le magnésium injectable et puis la recharge potassique, on fera un choc électrique uniquement si la torsade de pointe dégénère en fibrillation ventriculaire. Il faudra éviter les antiarythmiques parce qu'ils ont la propriété d'allonger l'intervalle QT quasiment tous, et si besoin, on mettra une sonde d'entraînement et il faudra bien sûr que les patients soient hospitalisés. Alors passons maintenant au syndrome du QT court. Le syndrome de QT court, comme son nom l'indique, est caractérisé par un intervalle QT qui est excessivement court, ce qui est observé avec un caractère familial, et les individus des familles qui ont un QT très court comme ça ont à la fois de la fibrillation atriale paroxystique, mais aussi éventuellement des fibrillations ventriculaires responsables de mort subite. On a ici des exemples d'ECG de QT court, et vous voyez que l'onde T ici est collée au QRS, avec un intervalle QT entre le début du QRS et la fin de l'onde T qui est très court, une ligne isoélectrique qui a l'air d'être vraiment très longue, et un intervalle QT vraiment excessivement court. On fait le diagnostic de QT court quand l'intervalle QT corrigé est inférieur ou à 330 ou 340 millisecondes, ce qui est exceptionnel dans la population générale. Ce qu'on sait en termes de survenue d'événements, c'est que les individus qui ont déjà eu un arrêt cardiaque et qui ont un QT court ont une probabilité de refaire un arrêt cardiaque qui est très élevée. Vous voyez qu'à 8 ans, quasiment tous les patients qui ont déjà fait un arrêt cardiaque vont refaire un arrêt cardiaque. En revanche, quand on suit les patients qui ont un QT court et qui n'ont pas fait d'arrêt cardiaque, eh bien, le taux d'événement est à l'inverse très faible. Et donc il est évident
qu'en prévention secondaire, c'est-à-dire les patients qui ont déjà fait un arrêt cardiaque vont être implantés d'un défibrillateur. On a une série ici assez récente des complications du défibrillateur, et vous voyez que plus de la moitié des patients implantés avec un défibrillateur pour un syndrome de QT court vont avoir des complications. Un tiers auront des chocs inappropriés, des surdétections qui n'aboutiront pas forcément à des chocs appropriés, et des défauts de fonctionnement des sondes, des infections, des problèmes de batterie, etc. La moitié des patients vont avoir une complication, au moins une complication du défibrillateur, ce qui est considérable, mais en prévention secondaire, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors on peut proposer chez ces patients de mettre un défibrillateur sous-cutané pour diminuer un certain nombre de complications sur les sondes en particulier. Il faudra faire un screening vraiment très sérieux, parce que en plus d'avoir un QT court, souvent l'onde T est très ample, et donc ça fait qu'il va y avoir très fréquemment une possibilité d'avoir un risque de surdétection de l'onde T, de double comptage, et donc de choc inapproprié. Donc il faut bien faire le screening, et il faut faire le screening dans différentes positions. Certains disent qu'il faut le faire aussi après une épreuve d'effort. Alors il y a un autre élément qui est utile dans le syndrome du QT court, c'est un traitement pharmacologique par l'hydroquinidine. Et l'hydroquinidine allonge l'intervalle QT, alors que d'autres antiarythmiques ne vont pas allonger l'intervalle QT dans le syndrome du QT court, et semble associer une diminution très importante du nombre d'événements. Si bien que quand on a du doute en prévention primaire, on peut éventuellement mettre de l'hydroquinidine. En prévention secondaire, on mettra l'hydroquinidine chez les patients qui ont à nouveau des thérapies des thérapies par leur défibrillateur, c'est-à-dire qu'on récidivé des troubles ventriculaires. Pour le moment, on ne peut pas conseiller de ne pas mettre de défibrillateur et simplement de l'hydroquinidine chez un patient qui a fait une mort subite sur un QT court. Lisent les recommandations, vous voyez qu'on met un défibrillateur chez les patients qui ont un QT court et qui ont survécu à un arrêt cardiaque ou qui ont des arythmies ventriculaires documentées. Ça sert à rien de faire une exploration électrophysiologique endocavitaire, c'est ici en classe 3, et on peut éventuellement utiliser la quinidine avec un niveau de preuve et de recommandation qui n'est pas très élevé. Donc, pour conclure sur le syndrome de QT court, c'est un syndrome arythmique héréditaire avec plusieurs formes génétiques. On a bien avancé sur la thérapeutique, sur la physiopathologie. On met des défibrillateurs qui sont efficaces, et le Sérécor, l'hydroquinidine, a une certaine efficacité aussi. Mais il faut bien voir que c'est une maladie excessivement rare. Il y a peut-être quelques dizaines ou centaines de patients dans le monde, et on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire en prévention primaire. Il y a des sujets en population générale qui ont un QT court et qui n'ont pas d'événement. Les thérapeutiques ont été évaluées sur très peu de patients, et donc il n'y a pas eu d'études randomisées, rigoureuses, etc. Et on aura probablement beaucoup de difficultés à les faire compte tenu du très faible nombre de patients qui ont cette pathologie. Et autant la prise en charge est assez facile, entre guillemets, parce qu'on va implanter des défibrillateurs en prévention secondaire, même s'il y aura beaucoup de complications. La grande inconnue encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on doit faire chez les patients asymptomatiques qui ont un QT très court. Troisième syndrome de ces maladies cardiaques électriques héréditaires, le syndrome de Brugada. Le syndrome de Brugada est diagnostiqué sur un aspect caractéristique du QRS et de la repolarisation en V1, V2, V3, standard ou dérivation haute, les dérivations précordiales droite, standard ou haute, avec un sus-décalage du segment ST qui est descendant, et non de T, qui est négative. Un sus-décalage du segment ST et non négative dans au moins une dérivation. C'est une maladie qui est rare, qui touche de 1 à 5 individus sur 10 000 à la naissance, qui représente une faible proportion des morts subites, mais qui pourrait représenter jusqu'à 20% des morts subites qui surviennent sur cœur sain chez le sujet jeune. Et le fait d'avoir le syndrome de Brugada sur l'électrocardiogramme est associé à des syncopes et des fibrillations ventriculaires éventuellement responsables de morts subites. Voici un exemple de fibrillation ventriculaire qui s'arrête toute seule et enregistrée par un défibrillateur. Vous voyez une ESV à couplage assez court qu'on retrouve ici, un démarrage d'une TV polymorphe ou très rapide ou quasiment fibrillation ventriculaire ici, et qui s'arrête par chance spontanément, mais qui pourrait ne pas s'arrêter et être réduite alors par le défibrillateur.
Dans certains cas, l'aspect ECG n'est pas typique sur l'électro standard et donc quand on suspecte le diagnostic, on peut faire un test pharmacologique de provocation avec de l'ajmaline et on fait une injection de 1 mg kilo d'ajmaline en 3 minutes et ça permet chez certains patients de révéler l'anomalie. On voit ici le sus-décalage qui n'était pas présent avant l'ajmaline qui est présent à l'ajmaline et là ça permet de faire le diagnostic. Il faut bien avoir à l'esprit que le test à l'ajmaline peut être dangereux. Il peut induire des troubles du rythme ventriculaire très polymorphes comme ça, qui peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire. Et l'antidote de l'ajmaline, quand on est dans cette situation, c'est le bicarbonate molaire. Un peu comme dans le QT-long, il y a des médicaments qui peuvent favoriser la survenue des événements rythmiques dans le syndrome de Brugada. Et c'est très difficile de les retenir tous, mais il y a une liste qu'on peut trouver sur Internet, c'est brugadadrugs.org, ici. Et il y a tous les antiarythmiques, enfin un grand nombre des antiarythmiques, mais également des médicaments utilisés en psychiatrie, des médicaments d'anesthésie des antihistaminiques. Et donc du coup, il faut bien aller chercher les médicaments contre-indiqués sur cette liste et expliquer au patient qu'il doit signaler qu'il a un syndrome de Brugada pour qu'on ne lui prescrive pas ces médicaments contre-indiqués. En termes de prise en charge des patients, les patients qui ont eu un arrêt cardiaque ressuscité par fibrillation ventriculaire ou des arythmies ventriculaires documentées vont récidiver et il n'y a pas de traitement médicamenteux qui a vraiment démontré son efficacité de façon sûre. Et donc ces patients-là, symptomatiques, auront un défibrillateur automatique implantable. On implante aussi un défibrillateur aux patients qui ont un syndrome de Brugada et des syncopes pour lesquels on pense que ces syncopes sont d'origine rythmique. Si on a un doute sur le mécanisme des syncopes, on va éventuellement mettre un Rivil. Mais quand on a démontré ou quand on est convaincu que la syncope est d'origine rythmique, à ce moment-là, on va proposer l'implantation d'un défibrillateur aux patients porteurs du syndrome de Brugada. Chez les patients asymptomatiques, la décision est beaucoup plus compliquée. On essaie de faire la stratification du risque rythmique, mais il faut avouer qu'on n'est pas très bon. On peut utiliser aussi la quinidine chez les patients qui ont des chocs répétés pour diminuer la fréquence des chocs. Et puis, il faut recommander à tous les patients d'éviter les médicaments contre-indiqués, on en a déjà parlé, brugadadrug.org. Il faut éviter aussi les consommations excessives d'alcool et de drogue comme la cocaïne en particulier. Et un élément qui est important, c'est qu'il faut traiter la fièvre. La fièvre est un facteur favorisant les arythmies dans le syndrome de Brugada. Et on conseille à nos patients qui ont un syndrome de Brugada de prendre du paracétamol dès qu'ils ont de la fièvre, ou qu'ils se sentent fébriles, de prendre leur température. Et si la température ne baisse pas en dessous de 38,5 degrés avec le paracétamol, il faut qu'ils se rendent aux urgences à l'hôpital pour être télémétrés pendant cette période. Et puis, il faut bien entendu éduquer les patients sur les risques, les signes d'alerte que constituent la perte de connaissance, la syncope, ou les équivalents nocturnes de syncope, ça c'est plus difficile, mais le patient qui perd ses urines la nuit, ça peut être un équivalent nocturne de syncope. Pour résumer les données sur le syndrome de Brugada, le diagnostic se fait à l'électrocardiogramme sur les dérivations précordiales droites V1, V2, V3 standard ou dérivation droite haute. Le diagnostic peut être fait soit parce qu'on a l'aspect spontanément sur l'électrocardiogramme, soit parce qu'il a été induit par un test à l'ajmaline. Et il faut faire les tests à l'ajmaline dans un environnement sécurisé parce que ça peut très mal tourner. Il faut informer le patient et sa famille, faire une évaluation génétique. On proposera un défibrillateur en prévention secondaire chez les patients qui ont déjà fait un événement rythmique, en prévention primaire chez certains patients, mais c'est vraiment très difficile. Et on tiendra compte de l'âge, du sexe, du caractère spontané ou induit de l'aspect de Brugada, de paramètres ECG, et on va proposer un certain nombre de patients un défibrillateur. On demandera l'avis des patients aussi. Il faut retenir aussi que là, comme dans le QT long et le QT court, les taux de complications du défibrillateur sont élevés. Et puis, il y a un retentissement psychologique et social de la maladie et de la présence du défibrillateur. L'hydroquinidine est un traitement adjuvant qui aide chez les patients qui ont beaucoup d'événements. Et il faut suivre ces patients, les informer à chaque suivi de l'importance de ne pas prendre de médicaments contre-indiqués, leur rappeler la prise en charge qu'ils doivent tenir en cas de fièvre et rappeler les signes d'alerte que sont les syncopes et les équivalents nocturnes de syncope. Continuons notre inventaire à l'après-vert de ces maladies rythmiques héréditaires.
pour passer maintenant au syndrome de repolarisation précoce. Le syndrome de repolarisation précoce a été décrit par Michel Essaguer en 2008. Il correspond à une modification de la fin du QRS avec ce sus-décalage un petit peu du point J ici, avec un segment, voilà, la fin du QRS qui devient empâté ou une onde delta inversée qu'on retrouve souvent dans les dérivations inférieures ou latérales. Vous voyez la petite onde delta là où il y a les flèches. Et cet aspect électrocardiographique, on peut le retrouver dans la population générale, mais on le retrouve beaucoup plus fréquemment chez les sujets qui ont fait une fibrillation ventriculaire sans qu'on ait retrouvé d'autres causes, qu'on appelait des fibrillations ventriculaires idiopathiques. Et il y a un rationnel aussi physiopathologique, puisque c'est dans l'endroit où il y a cette repolarisation précoce qui peut se majorer juste avant un événement rythmique. C'est de cet endroit-là, ici dans le territoire inférieur, que surviennent les arythmies ventriculaires polymorphes qui peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire. Et donc du coup, les patients qui ont cet aspect-là peuvent faire des fibrillations ventriculaires. Alors il y a un élément qui est très important, on a vu que 5% de la population générale pouvait avoir un aspect ECG de repolarisation précoce, et l'aspect ECG de repolarisation précoce ne fait pas le diagnostic de syndrome de repolarisation précoce. On ne parle de syndrome de repolarisation précoce que lorsqu'on a à la fois l'aspect ECG de repolarisation précoce et des événements rythmiques avec des TV polymorphes, une fibrillation ventriculaire ou un arrêt cardiaque. Et donc il faut les deux pour parler de syndrome de repolarisation précoce. Les patients qui ont ce syndrome de repolarisation précoce et donc qui ont fait des événements rythmiques ont beaucoup de récidives d'événements rythmiques. Donc de toute façon, ils ont fait une mort subite, ils ont été appareillés d'un défibrillateur et leur défibrillateur va servir. Il y a beaucoup de récidives et il y a plus de récidives chez les patients qui ont un syndrome de repolarisation précoce que chez les patients qui ont une fibrillation ventriculaire idiopathique sans repolarisation précoce. Donc ça semble bien être une identité différente. Ce qu'on fait également, c'est que la repolarisation précoce est modifiée par l'hydroquinidine, qui semble être un bon traitement, en tout cas pour diminuer le nombre de chocs et les récidives et le nombre de chocs chez les patients qui vont être appareillés. Pour le moment, on ne peut pas se contenter uniquement de l'hydroquinidine comme traitement en cas de syndrome de repolarisation précoce. Et on sait aussi que les anomalies ECG de la repolarisation précoce vont être diminuées par l'Isuprel. Et l'Isuprel est le traitement de l'orage rythmique de la repolarisation précoce. C'est vrai aussi dans le syndrome de Brugada, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et ça, c'était un exemple caricatural décrit par les Bordelais. Vous voyez que chaque point ici correspond à une fibrillation ventriculaire choquée en externe. Le patient a été hospitalisé, il n'avait pas de défibrillateur interne. Ici, il y a la fréquence cardiaque, le trait plein. Et vous voyez que la fréquence cardiaque était autour de 60. Le patient prenait beaucoup de chocs. L'Isuprel a été débuté, la fréquence cardiaque s'accélère. Au-dessus de 100, il n'y a plus de choc. C'est diminué progressivement. Et puis on revient à une fréquence ici proche de 80 par minute. À nouveau quelques chocs. On remonte l'Isuprel pour avoir une fréquence cardiaque autour de 140 par minute. Plus de choc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est redoutablement efficace. Alors le patient ne peut pas sortir sous Isuprel, mais ça permet d'imprégner le patient, de donner au patient de l'hydroquinidine pour qu'il sorte de son orage rythmique. Donc Isuprel, ce qui est assez contre-intuitif, c'est le traitement de l'orage rythmique, de la repolarisation précoce et du syndrome de Brugada. Disent les recommandations. Les recommandations disent qu'il faut mettre un défibrillateur implantable aux patients qui ont un syndrome de repolarisation précoce. De toute façon, par définition, ils ont fait un arrêt cardiaque. L'Isuprel peut être utilisé dans les orages rythmiques. La quinidine aussi peut être utilisée pour diminuer le nombre de récidives. Par contre, on ne mettra pas, et c'est contre-indiqué, de défibrillateur à un patient qui a un aspect ECG de repolarisation précoce, mais qui n'a jamais eu d'événement. Et ça, c'est un élément très important. Pour conclure sur le syndrome de repolarisation précoce, on fait le diagnostic du syndrome uniquement en cas d'événement rythmique associé à l'aspect ECG. L'aspect ECG seul ne permet pas de faire le diagnostic du syndrome de repolarisation précoce. Le syndrome de repolarisation précoce fait partie des syndromes de Longy avec le syndrome de Brugada. En prévention secondaire, on mettra un défibrillateur, pas en prévention primaire, il n'y a pas d'indication. Le traitement adjuvant, c'est l'isoprénaline pour les orages rythmiques, l'hydroquinidine pour la prévention des récidives, et certains ont proposé les ablations épicardiques pour
pour des patients qui continuent à récidiver malgré l'hydroquinidine, mais globalement, c'est quelque chose qui devrait être exceptionnellement réalisé. Encore un autre syndrome héréditaire, les tachycardies ventriculaires catécholergiques. Comme leur nom l'indique, les tachycardies ventriculaires catécholergiques surviennent dans un contexte adrénergique, catécholamine, et donc en particulier à l'effort ou au stress. Et on a des arythmies ventriculaires aussi atriales. Voici un enregistrement pendant un exercice. Vous voyez qu'on a au départ un rythme sinusal, puis apparition d'extrasystole ventriculaire, de fibrillation atriale ici, et puis d'extrasystoles ventriculaires caractéristiques ici qui sont bidirectionnelles. Et ça peut dégénérer en fibrillation ventriculaire. Voici ici un enregistrement Holter-ECG chez un patient qui a une TV catécholergique et qui a fait une syncope. Et vous voyez qu'on a ce rythme très anormal qui s'accélère et qui dégénère éventuellement en fibrillation ventriculaire ou torsade de pointe polymorphe ou TV polymorphe, qui s'arrête ici toute seule, avec un aspect d'ischémie là, parce que ça a vraiment été difficile, mais qui peut ne pas s'arrêter et à ce moment-là entraîner une mort subite. Encore un autre exemple de TV à l'effort, la fréquence cardiaque de base est rapide, et puis cet aspect de TV polymorphe, fibrillation ventriculaire qui va donner un arrêt cardiaque ressuscité, ou si c'est pas ressuscité, une mort subite d'origine rythmique. Les catécholergiques sont une maladie héréditaire, mais très très rare, c'est un individu sur 10 000 à la naissance, et les arythmies sont induites par les catécholamines, soit des TV bidirectionnelles, des TV polymorphes, et ce qui peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire, et on fait le diagnostic le plus souvent à l'effort. On peut s'aider aussi de la génétique. Comme les syncopes et les morts subites surviennent à l'effort ou au stress, eh bien, les recommandations disent qu'il ne faut pas faire de sport de compétition. C'est vraiment une contre-indication au sport de compétition, et qu'il faut éviter le stress, mais ça, c'est quand même plus difficile à éviter dans la vraie vie. Donc, les recommandations disent bien donc éviter les sports de compétition, les sports intensifs, essayer d'éviter le stress. Encore une fois, c'est difficile et il faut mettre des bêta-bloquants à quasiment tous les patients. Et on mettra un défibrillateur uniquement chez les patients qui ont fait un arrêt cardiaque ressuscité, donc alors qu'ils étaient bien traités par bêta-bloquants. Dans cette maladie encore, qui touche souvent les sujets jeunes et les enfants, les taux de complications du défibrillateur sont très importants. Vous voyez dans cette série, quand on regardait uniquement les TV catécholergiques, c'est les CPVT des anglo-saxons, et ben, il y avait plus d'un patient qui avait une thérapie inappropriée chez les enfants, et 85% de complications à un suivi de 4 ans, moins de 5 ans. 85% de complications, c'est énorme. Et donc, du coup, on ne met pas de façon prophylactique un défibrillateur, car on sait que presque tous les enfants auront des complications, et on réserve le défibrillateur uniquement aux TV catécholergiques qui vont continuer à avoir des épisodes rythmiques, malgré un traitement bêta-bloquant bien conduit, éventuellement un traitement qu'on aura complété. Le traitement peut être complété par de la flécaïne, en plus des bêta-bloquants, et éventuellement par une sympathectomie. Donc on peut faire parfois des sympathectomies, de la flécaïne, des bêta-bloquants, l'association des trois, et vraiment on essaie de repousser le moment du défibrillateur, parce qu'on sait que les taux de complications sont rédhibitoires. Donc pour résumer, pour les tachycardies ventriculaires catécholergiques, c'est une maladie très rare mais très grave. Il y a beaucoup plus d'événements que dans le syndrome de QT long ou de QT court. Il faut y penser pour faire le diagnostic quand on a des enfants qui font des syncopes à l'effort ou des convulsions à l'effort, et puis des morts subites, des arrêts cardiaques à l'effort, et en particulier à la piscine. Ça, c'est partagé avec certaines formes de QT long congénitale. Il faut faire un bilan familial. Il y a des mutations qui sont identifiées dans différents gènes. Le bêta-bloquant, c'est la pierre angulaire du traitement. Il faut donner quasiment à tout le monde. Le nadolol, c'est le Corgar à bonne dose, éventuellement associé à la flécaïne, éventuellement associé à la sympathectomie. Et parfois, on est obligé de mettre un défibrillateur, mais il y aura des complications très très importantes. Il faut que les patients soient suivis aussi dans les centres de référence et de compétences des maladies cardiaques héréditaires. Les torsades de pointe à couplage court, et là encore, le diagnostic est dans le nom.
Et on voit que sur un rythme sinusal, il y a des extrasystoles ventriculaires, plus larges que les QRS spontanés, et qui surviennent de façon très prématurée, c'est ce qu'on appelle le couplage court. Le délai entre le début du QRS sinusal et l'extrasystole est très court. Alors c'est un pourcentage du cycle, mais souvent on est autour de 250 millisecondes, et l'extrasystole ventriculaire, elle tombe sur le sommet de l'onde T. Et cette association-là et ces extrasystoles-là, ce sont les extrasystoles ventriculaires tueuses, vraiment dangereuses. Ça, c'est l'exemple d'un homme de 25 ans qui avait, pas d'antécédents, mais qui avait présenté une syncope, qui avait un bilan cardiaque qui était strictement normal. Et sur l'électrocardiogramme d'extrasystole à couplage très court, on avait implanté, et la survenue de syncope, on avait implanté un défibrillateur, et peu de temps après, on avait vu qu'il avait effectivement des thérapies délivrées par son appareil, ici un choc électrique sur une fibrillation ventriculaire, et on avait réhospitalisé le patient qui avait pris ce choc, et on voyait qu'en surveillance télémétrique, il avait ses ESV à couplage court qui faisaient démarrer, ces torsades de pointe non soutenues, ou ici soutenues, avec à nouveau un choc, vous voyez, ici endocavitaire, qui a été délivré très vite et qui a évité l'arrêt cardiaque et la mort subite de ce patient. Les torsades de pointe à couplage court ont été décrites par Antoine Lennart, avec cet aspect d'extrasystole ventriculaire qui tombe sur le pic de l'onde de T. On sait maintenant que ces extrasystoles ventriculaires très précoces viennent du Purkinje, avec un signal de Purkinje ici qui précède le SV à couplage court, et ou aussi une salve de SV à couplage court, et qu'on peut assez facilement ablater ces ESV qui viennent du Purkinje, ce qui permet de prendre en charge les orages rythmiques associés à ce type de SV à couplage court. On a ici un exemple de mini-holter d'un patient qui avait, à la phase subaiguë, 15 jours après un infarctus du myocarde non revascularisé, des épisodes de FV à répétition et qui prenait des chocs à répétition. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un point rouge, c'est un épisode de fibrillation ventriculaire. À chaque fois, ça démarrait par un couplage ultra court. Et le fait d'ablater cette extrasystole initiatrice de fibrillation ventriculaire a permis d'éviter les récidives de fibrillation ventriculaire. On peut voir ça aussi dans un contexte de myocardite aiguë. Vous voyez cet ESV à couplage court ici, un doublé, une petite salve, une forme d'un aspect de torsade de pointe qui s'arrête tout seul, mais qui peut évidemment dégénérer en fibrillation ventriculaire. Et en endocavitaire, on a à nouveau le Purkinje ici, qui fait cette activité très rapide et qui va éventuellement dégénérer en fibrillation ventriculaire. Donc ces ESV à couplage court, elles peuvent survenir chez des gens qui ne se passe pas grand-chose, et on ne sait pas très bien pourquoi. Elles peuvent survenir dans la phase subaiguë post-infarctus, dans les myocardites aigus, et elles peuvent être responsables d'orage rythmique. Donc ces patients-là, ils auront à terme un défibrillateur, parce que ça peut récidiver même si on contrôle l'orage rythmique par l'ablation, mais ils ont un risque de récidive à distance, de refaire un orage rythmique éventuellement sur une extrasystole à couplage court qui viendra d'une autre région. Mais en aigu, on peut les ablater, et quand on a des orages rythmiques comme ça, il faut souvent les ablater pour passer le cap aigu. Et cela me permet de souligner ici que ces situations d'orage rythmique sont des catastrophes ou des situations pour le patient pendant lesquelles on va essayer de faire du sauvetage, et ça ne va marcher que si on est dans un environnement où on a à la fois le SAMU qu'amène le patient, les capacités de contrôler l'appareil, les capacités d'anesthésie, d'ablation, de sauvetage, de support hémodynamique avec l'ECMO, éventuellement de bridge à la transplantation ou l'assistance, et c'est des situations souvent dramatiques. Mais on peut sortir quelques patients qui ont ces ESV à couplage court et ces torsades à couplage court. La fibrillation ventriculaire idiopathique, je ne vais pas dire grand-chose, puisque ce sont des patients qui ont un cœur strictement normal, aucun des syndromes qu'on a décrits jusqu'à présent, mais qui font quand même des fibrillations ventriculaires. Et donc, quand on ne sait pas d'où ça vient, on dit que c'est une fibrillation ventriculaire idiopathique, et dans ce cas-là, on mettra un défibrillateur. Le syndrome de Wolff-Parkinson-White maintenant. Alors le syndrome de Wolff-Parkinson-White le plus souvent n'est pas une maladie héréditaire. C'est quelque chose qui survient entre un individu sur 1000 à 2 individus sur 1000 à la naissance dans la population générale. Il y a quelques formes héréditaires, mais elles sont vraiment très rares. Ça peut donner des tachycardies à type de rythme réciproque Bouvray.
mais c'est important de les connaître parce que exceptionnellement, ça peut être associé à des syncopes et à un risque de mort subite qui est estimé entre 0,05% à 0,5% par an, ce qui n'est pas négligeable et ça fait partie des causes de mort subite des sujets sains, des sujets jeunes, pardon, sains, souvent à l'exercice, avec un cœur qui n'est pas morphologiquement normal, mais avec cette voie accessoire qui va pouvoir servir de substrat d'arythmie. On va voir ça. Au plan physiopathologique, il y a une connexion entre les oreillettes et les ventricules, alors que normalement, le seul point de passage de la dépolarisation entre l'oreillette et le ventricule, c'est le nœud atrioventriculaire et le vis. Le fait que cette connexion anormale va se voir sur l'électrocardiogramme avec un intervalle PR court et un empattement du début du QRS, on appelle ça l'onde delta. Ça va pouvoir faire des tachycardies qui vont tourner en descendant par les voies normales et en remontant par la voie accessoire, un phénomène de réentrée, ça donnera des tachycardies à QRS fin ou éventuellement large s'il y a des blocs de branches. Ça peut aussi tourner dans l'autre sens, en descendant par la voie accessoire, en remontant par les voies normales. C'est ce qu'on appelle les tachycardies antidromiques. L'élément important, et c'est ce qu'on craint, c'est que cette voie accessoire n'a pas la fonction de filtre du nœud atrioventriculaire. Et quand vous avez par exemple une fibrillation atriale, eh bien votre oreillette est à 400, 500, 600 par minute, mais votre nœud atrioventriculaire ne laisse pas passer la dépolarisation à une fréquence aussi rapide et votre fréquence cardiaque en fibrillation atriale, elle est entre 120, 150, 170 en fonction des cas. Mais quand il y a une voie accessoire, il n'y a plus ce rôle de filtre et la fréquence très rapide dans les oreillettes va pouvoir driver, conduire au ventricule de façon très rapide. Et on a ici un tracé de fibrillation atriale qui conduit de façon très rapide au ventricule et qui entraîne un passage, un trou du rythme qui dégénère en fibrillation ventriculaire. Et donc c'est comme ça que les patients qui auront une voie accessoire peuvent éventuellement mourir à cause de cette voie accessoire. Et c'est donc pour ça qu'il faut les ablater. Ça se prête très bien à l'ablation. Trouble conductif progressif héréditaire. Encore une fois, c'est une maladie héréditaire comme son nom l'indique, mais donne plutôt des troubles de conduction qui vont nécessiter l'implantation d'un pacemaker et pas de troubles du rythme ventriculaire. Voilà, nous arrivons à la dernière diapositive qui résume un petit peu les éléments majeurs importants de cette présentation qui se voulait seulement un survol pour que vous ayez entendu parler de ces maladies rares, très souvent héréditaires. Et donc nous avons vu ces différents syndromes indiqués à gauche. Le syndrome de QT long congénital qui donne des torsades de pointe qui peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire, dont le traitement passe essentiellement par les bêta-bloquants et plus rarement par le défibrillateur. Le syndrome du QT court qui peut entraîner des fibrillations ventriculaires. Le traitement va passer chez les patients en prévention secondaire par le défibrillateur et éventuellement l'hydroquinidine. Le syndrome de Brugada, défibrillateur en prévention secondaire. Difficile de stratifier le risque en prévention primaire et ça c'est vraiment le rôle des centres de référence et de la discussion avec le patient. Repolarisation précoce, fibrillation ventriculaire et un défibrillateur chez tous les patients, puisque par définition, on parle de syndrome de repolarisation précoce quand il y a eu déjà une fibrillation ventriculaire. Les TV catécholergiques, ça donne des TV polymorphes bidirectionnels qui peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire. Le traitement, c'est les bêta-bloquants, éventuellement associés à la flécaïne, parfois la sympathectomie et très rarement, exceptionnellement, le défibrillateur. Les torsades de pointe à couplage court peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire. On met un défibrillateur, éventuellement l'hydroquinidine. Les FV idiopathiques, c'est le défibrillateur. Le syndrome de Wolff-Parkinson-White, c'est l'ablation pour prévenir le risque de fibrillation ventriculaire en cas de voie accessoire très perméable. Les syndromes qui sont soulignés sont ceux qui sont des maladies héréditaires. On est amené assez souvent à mettre des défibrillateurs et il faut retenir que le défibrillateur chez les sujets souvent très jeunes, parfois même des enfants, sont associés à des taux de complications très importants et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un défibrillateur si il n'y en a pas vraiment besoin chez ces enfants. Je vous remercie de votre attention. Je suis éventuellement à votre disposition. Vous pouvez me contacter par email fabrice.extramiana@php.fr si vous avez des questions spécifiques ou en parler évidemment avec vos référents médicaux dans chacun de vos centres. Bon courage pour la suite de cette formation.